Bienvenue au podcast Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjuste. Cette semaine, je vais être accompagné, comme à l'habitude, par Marc-André Chaloux. En compagnie de Marc-André, on va faire un retour sur le premier match préparatoire des Alouettes. Également, la deuxième rencontre préparatoire des hommes de Jason Maas qui va avoir lieu vendredi soir à Ottawa contre le Rouge et Noir. Encore une fois, on va faire le tour des actualités de la NFL. C'est tranquille là, du côté de la NFL ces temps-ci, mais quand même, il y a quelques nouvelles dont ça vaut la peine de discuter. Et Marc-André va y aller de sa chronique hebdomadaire en termes de fantasy football. Alors, on a tout de même un épisode complet pour vous du podcast Sac du Car. Alors, ça commence à l'instant. Marc-André, le début de la saison de la Ligue canadienne, ça s'approche à grands pas. Les Alouettes ont joué leur premier match préparatoire contre le Rouge et Noir. Ça se passait samedi après-midi au stade de Percival Molson. Ça n'a pas été toutefois une grande performance, surtout du côté de l'attaque. La défense a très bien joué, mais l'attaque, ça a été beaucoup plus laborieux, là. Je regardais tout le match, je disais, parce que je suis un podcasteur, je suis un journaliste, je veux parler du match. Mais si ça avait été juste de moi, là, je serais peut-être été faire autre chose, là, un match préparatoire tellement que la chimie manquait, c'était brouillon, c'était sloppy, comme on dit en anglais. Mais oui, c'était pas un grand match. À commencer par Davis Alexander, Didier, je sais pas toi, mais moi, personnellement, je l'ai pas trouvé excellent pour sa première sortie là, en tant que quart partant des Alouettes. Ouais, tout le monde, je pense, on avait hâte de voir justement ce premier départ en match préparatoire de Davis Alexander. Puis ça nous a laissé sur notre appétit, mais moi, c'est l'attaque au complet. C'est pas juste Alexander, hein. C'est l'attaque au complet qui m'a laissé sur mon appétit. Pour ce qui est d'Alexander, bon, il a été 11 en 18 pour 69 verges, aucune passe de toucher, aucune interception. Il y a quelques passes qu'il a forcées. Moi, je pense que c'est surtout ça. Il y a une passe notamment à Rambo, le long des lignes de côté. Rambo était très bien couvert. C'est comme s'il avait déjà pris sa décision à ce moment-là. Moi, je suis peut-être un peu moins sévère que toi quant à la performance de Davis Alexander, mais la performance de l'attaque au complet, Marc-André, parce que c'est pas comme ça on a couru avec le ballon, on a eu du succès lorsqu'on a couru avec Walter Fletcher. La ligne à l'attaque, moi je croyais que la ligne à l'attaque allait être améliorée. Puis c'est peut-être ça ma plus grande déception parce que Alexander s'est retrouvé par moments sous pression. Et puis Mhm. la ligne à l'attaque, écoute, je pense qu'elle s'est fait rudoyer par la ligne défensive du Rouge et Noir, qui est probablement la meilleure unité de l'équipe d'Ottawa. Mais moi, ça, c'est ça qui m'a déçu, là. En termes de protection, les porteurs de ballon aussi ont eu des ennuis au niveau de la protection. Donc, moi, ça m'a déçu. Puis, si bien que Davis Alexander a raté le premier entraînement de la semaine, Jason Matt nous a dit, bon, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, mais qu'il avait certains bobos. Alors, je me demande si c'est pas dû au fait qu'il s'est fait tabasser, justement, contre le Rouge et Noir. Donc, moi, la ligne à attaque, ça m'a vraiment déçu, là. Justement, il dit de pas trop s'inquiéter, Jason Bass, mais entre toi et moi, est-ce que c'est un peu inquiétant? Quand même. Moi, j'ai trouvé ça inquiétant. Parce Ouais, que hein? Moi aussi. après 2 semaines de camp d'entraînement, de voir l'attaque jouer de cette façon-là, puis bon, je comprends, tu sais, c'était un premier match préparatoire, puis les matchs préparatoires, très souvent, bon, il y a un manque de cohésion, on s'en était parlé la semaine dernière, tu sais, mais après 2 semaines de camp d'entraînement, c'est comme si ils étaient pas prêts à jouer. Puis c'est ça que j'ai trouvé Mhm. inquiétant, personnellement, Mhm. là, de la performance de l'attaque, alors que du côté d'Ottawa, euh, tu sais, je pense qu'on est arrivé, justement, on était prêt à jouer, là, beaucoup plus que l'attaque des Alouettes. Mais en même temps, tu sais, je ne veux jamais partir en peur avec les performances lors des matchs préparatoires, surtout le premier match préparatoire. Euh, donc, j'attends le 6 juin, j'attends le premier match de la saison régulière, mais je me dis, écoute, on a marqué seulement un point en une demi. Les partants des Alouettes ont joué toute la première demi. On a seulement inscrit un point. Écoute, moi, je suis pas entraîneur, mais tu sais, j'aurais peut-être euh, utilisé mon attaque partant pour lors du deuxième match préparatoire. C'est Mhm. afin là, de générer quelque chose de positif. Mais en même temps, je comprends l'argument de Jason Maas. Sa priorité, c'est que tout le monde soit en santé le 6 juin a fait commencer la saison régulière. Imagine-toi, là, si Davis Alexander obtenait du temps de jeu vendredi soir à Ottawa, puis là, il subissait une blessure. Là, on Ouais. dirait, mon Dieu, quelle mauvaise décision de la part de Jason Maas. Donc, je comprends la décision de Maas et de Danny Machocha de reposer leur partant
vendredi soir, mais ça n'a vraiment pas été une bonne performance, personnellement, je crois, de l'unité offensive au complet. Et advenant une blessure à Davis Alexander cette saison, moi, j'ai pas été impressionné par McLeod Bethel-Thompson, James Morgan ou Jonathan Sénécal, clairement. Le niveau, c'est un autre niveau, là, le football professionnel. Je pense pas qu'il est prêt à entrer, à faire face à la musique. Mais ouais, il y a des questions à se poser. J'imagine que pour Bethel-Thompson, qui est un vétéran, qui est un vieux routier de la Ligue canadienne, c'était peut-être justement un premier match. Mais ça m'a laissé aussi. La performance des corps en général m'a laissé sur mon appétit, Didier. Oui, mais c'est difficile, tu sais, pour que le corps paraisse bien, les 12 joueurs sur le terrain, tu doivent jouer avec cohésion, là. Ça, c'est le mot là, qu'on n'arrête pas de répéter depuis le début de l'épisode, mais c'est ça la réalité. Tu sais. Puis c'est vrai, bon, Bethel Thompson, bon, ça peut être impressionnant, mais c'est un vétéran. Là. Je suis certain, lorsque les matchs Ouais, vont c'est ça. commencer, puis si jamais on a besoin de ses services, il va être prêt, âgé de 36 ans, il a joué à peu près dans toutes les ligues de football professionnel qu'il n'y a pas en Amérique du Nord, donc je suis pas vraiment inquiet pour ça. Mais peu importe l'unité, on n'a pas vraiment eu de succès à bouger le ballon. Bon, il y a Stevie Scott demi à l'attaque réserviste qui porte maintenant le numéro 8. Je pense qu'il y avait, j'ai oublié quel numéro il avait l'année dernière, il y avait un autre numéro. Mais bon, lui, il a été le plus productif. Je pense qu'il a gagné 30 verges en 3 courses ou à peu près c'est du côté de Stevie Scott. Mais il n'y a Mhm. pas eu beaucoup de choses, on va être honnête. Il n'y a pas eu beaucoup de choses, Marc-André, à se mettre sous la dent là, du côté de l'attaque. Là. Rambo est en mesure de se libérer, mais bon, dans la zone Oui, début, mais tu vois, il y le a eu une poteau début. pénalité sur le jeu. Ouais, quand il faut. Ben oui, hey, as-tu eu la frousse quand tu l'as vu entrer en collision avec le poteau au Ouais, début? Je me disais, Seigneur, ouais. j'espère qu'il n'est pas blessé. Puis là, il s'est immédiatement relevé, heureusement. Mais tout ça Mhm. pour dire, ouais, c'est ça. Tu sais, puis Rambo connaît un excellent camp d'entraînement en passant. Hein. Mais tout ça pour dire Ah, que, c'est un ben, peu sous c'est le ça. radar. L'attaque nous a On pas parle donné. des autres. Ouais, il passe sur radar, ouais. Ouais, c'est vrai. On pa- C'est vrai, ça. on n'entend Euh, pas parler, mais finalement, ouais, on parle de Austin Mack, on parle des nouveaux receveurs, là, VC et tout, et Tyson Philpott, mais lui, il passe sous le radar Rambo, mais il peut apporter de fiers services. Il va avoir un impact certain là, sur l'attaque des Alouettes cette saison. Ah oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Écoute, déjà l'année dernière, tu sais, on s'en parlait. Moi, personnellement, je trouvais qu'on le ciblait pas suffisamment. Puis là, ben, je pense que cette année, on en est conscient parce qu'il a été ciblé là, tôt dans le match. Là. Donc ça, c'est de bon augure. On va attendre le 6 juin, mais moi, je pense vraiment Rambo pourrait connaître toute une saison. Puis c'est le receveur avec lequel Davis Alexander a le plus de chimie. Parce que Rambo n'a pas été blessé l'année dernière, comparativement à Tyson Philpott, à Austin Mack, il n'a pas raté de match. Alors, Alexander a développé de la chimie avec lui. Donc, moi, j'ai hâte de voir là, de Rambo en 2025, qu'est-ce qu'il va faire. Surtout que je pense que du côté du groupe d'entraîneurs des Alouettes, on est conscient de son talent. Puis si c'est une indication, si le match préparatoire était une indication, ben là, je pense qu'il va être ciblé plus souvent. Mais il y a un joueur que je trouve, un receveur, Marc-André, ne connaît pas un grand camp d'entraînement. Puis encore une fois, prendre ça un peu avec un grain de sel, mais c'est Austin Mack. Mhm. Personnellement, Austin Mack, moi j'ai hâte de voir ça durant la saison régulière. Parce que là, à l'entraînement, lors de l'entraînement, on enregistre ce podcast, on est mercredi matin lorsqu'on enregistre Mercredi. ce podcast. Oui, Mhm. lors de l'entraînement de lundi, Marc-André, Austin Mack, après chaque jeu, il n'arrêtait pas de rouspéter, de se plaindre auprès des joueurs défensifs. À un certain moment donné, il était très bien couvert, s'est chamaillé avec le demi-coin, puis il s'est levé et lui a donné un coup de poing. T'sais, il a donné un coup de poing à ses coéquipiers. À ce moment-là, il aurait dû être expulsé de l'entraînement. Tout simplement, tu ne peux pas faire ça. Tu fais ça dans un match, Marc-André, on t'envoie aux douches immédiatement. Puis là, de faire ça lors d'un entraînement à un de tes coéquipiers, ça se fait pas. Puis c'est à ce moment-là que Jason Maas s'est adressé à l'attaque. Il les a savonnés, puis l'entraînement s'est terminé quelques minutes après. Il a complètement engueulé l'équipe au complet. Il leur a dit, vous devez être en contrôle de vos émotions, des choses comme ça ne peut pas se passer lors des rencontres. Puis il avait complètement raison d'engueuler son équipe, parce que ça avait dégénéré lors de l'entraînement. Mais c'est Austin Mack qui avait commencé tout ça. Alors, ça va être quelque chose à surveiller, parce que lorsque je l'observe durant les entraînements et tout, je suis pas sûr de son attitude là présentement. Bien de voir pour le groupe des receveurs des Alouettes cette saison. Didier, comme c'est la deuxième saison de Charleston Rambo, est-ce qu'on peut parler que c'est Rambo 2 cette saison, comme le film? Rambo 2. C'est quoi Non? le sous-titre de Rambo 2 encore? C'était quoi Hey, le honnêtement, sous-titre, j'oublie. j'ai pas la référence. Je sais juste qu'il y a Le une couple de premier, c'était films. First Blood.
Ouais, Je le sais premier, pas. c'est First Blood, le deuxième, je m'en souviens pas, ouais. Écoute, faudrait googler, C'est là. trop Mais longtemps. Hmm. parlons de la défense qui, elle, a été, franchement solide. Les partants ont été franchement en fait, la défense en général a été franchement solide, là, au cours du match contre le rouge Oui, et ben noir. écoute, on a. Ouais, les partants qui ont eux aussi du côté de l'unité défensive ont joué toute la première demi. Puis, en fait, ça a été un jeu blanc. Parce que le seul touché du Rouge et Noir, ça a été inscrit sur les unités spéciales de Vante Dadman. Je ne sais pas, il est rendu à combien de touchés contre les Alouettes de Vante Dadman. On dirait à chaque saison, il marque un touché sur un retour de beauté contre les Alouettes depuis qu'il est dans la Ligue canadienne. Mais l'unité défensive, elle a eu, rien eu à se reprocher. On n'a accordé aucun point au Rouge et Noir. Je pense que ça a été encourageant. Puis, tu sais, on a ajouté du muscle. On en avait parlé lors d'épisodes la semaine dernière au niveau de la ligne défensive avec Sean Oakman, avec le numéro 90, ça, son nom m'échappe, le nouveau venu, Mason, ancien des Tiger Cats de Hamilton. Dylan Wynn a connu un bon match contre la course aussi. Donc, on a du muscle au niveau de l'intérieur de la ligne défensive parce qu'oublie pas, en deuxième moitié de saison, l'année dernière, les Alouettes s'est fait traverser au sol. Puis là, on a l'air d'être plus solide. C'est une des priorités de Danny Machocha. Donc, l'échantillon est petit, mais au moins, on a des gros bonhommes à la position de plaqueur. Même, il y a même un nouveau plaqueur américain qui est arrivé au début de la semaine. Donc, clairement, c'est une priorité pour les Alouettes. On veut être plus solide contre la course, étant donné que dans le système de Noel Top, on concède la course. Donc, tes plaqueurs doivent être solides. Donc, ça, c'est quelque chose d'encourageant. Encore une fois, on va attendre au 6 juin. Je n'arrête pas de répéter, mais le 6 juin, ça va commencer pour de vrai, là. Y a-tu des joueurs en défense qui t'ont impressionné, Didier, lors du dernier match, lors du premier match préparatoire? Ah oui, ben comme j'ai dit, Dylan Wynn contre la course, il a été solide. Il y a Nate Beauchemin, la recrue, le choix Ouais, de deuxième ronde. d'accord. Il était partout sur le terrain, ouais, puis il aurait pu réussir une interception, il l'avait dans les Mmh. mains, il l'a échappé. D'ailleurs, les Alouettes auraient pu réussir au moins, je dirais, trois interceptions qui ont été échappées au cours de la rencontre. J'ai oublié c'est qui en avait une dans les mains, puis là, Marc-Antoine Dequoy est entré en collision avec lui. Ouais, Bref, là, on a c'était, raté quelques opportunités. Cosby, c'est pas-tu? C'était Ouais, Cosby, ouais, je pense que c'était Cosby, ouais, effectivement. Donc, c'est ça, on a mis les mains sur le ballon du côté de la défense des Alouettes, mais on n'a pas réussi à attraper ces passes-là de Drew Brown, notamment. Mais non, écoute, ça a vraiment été bon du côté de l'unité des Alouettes. Puis, souviens-toi, il y a quelques semaines, lorsque j'avais interviewé Danny Machocha, tu sais, il était allé de bons commentaires à l'endroit de Beauchemin, puis il disait que c'est un joueur qui devrait obtenir du temps de jeu rapidement depuis le début du camp d'entraînement et lors du match préparatoire, c'est ce qu'on a vu. Donc, Nate Beauchemin, ouais, qui va avoir un rôle, hein. On va lui trouver un rôle à Mmh. l'intérieur de l'unité défensive des Alouettes. À la télévision, en tout cas, il était tout le temps dans l'image. Au plaqué, on le voyait Ouais, régulièrement, le numéro 18. Ça, c'est vraiment ouais. un point positif pour lui. Peut-être me parler du travail de Tiger Shank, qui a pas amorcé la rencontre, si je ne m'abuse, mais qui, comment as-tu trouvé son travail, le choix de première ronde des Alouettes au dernier repêchage? Ouais, Shanks connaît vraiment un bon camp d'entraînement. Écoute, je pense que Pierre Vercheval est en amour avec lui, là. Il l'adore, là. Je l'écoutais parler lors Mmh. de la rencontre. Puis bon, j'ai parlé avec Pierre également lors des entraînements, lorsqu'il est venu faire un tour à Saint-Jérôme. Écoute, il n'y a personne qui connaît mieux la ligne à l'attaque que Pierre Vercheval. Si Pierre l'endosse, je l'endosse aussi, là. Mais c'est à chaque fois que tu parles à quelqu'un de l'organisation des Alouettes, la première chose qu'il mentionne lorsqu'il parle de Tyler Shanks, tout de suite, c'est son intelligence. Tout le monde est impressionné par la manière dont il est en mesure d'absorber le cahier de jeu, puis pas juste à une position, à plusieurs positions au niveau de la ligne à l'attaque. C'est la première chose, tout le monde nous parle de son intelligence. Donc, écoute, il ne commencera pas la saison comme partant, mais la saison est tellement longue. Puis tu le sais, à tous les ans, Mmh. il y a des blessés au niveau de la ligne à l'attaque. Éventuellement, il va obtenir un départ. Puis je ne suis pas vraiment inquiet pour lui, là, parce que j'ai observé également durant les entraînements. Je pense que, encore une fois, les deux premiers choix des Alouettes, là, Shanks et Beauchemin, on dirait que ça semble avoir été des coups de circuit pour le moment, là. Et si la ligne d'attaque partante continue d'avoir des difficultés, on pourrait peut-être voir Tiger Shanks plus rapidement que prévu, voler un poste, subtiliser un poste sur de partant assez rapidement au cours de la saison. Si on se tourne maintenant vers le prochain match, Didier, c'est vendredi à 19h, c'est contre le Rouge et Noir à Ottawa, tu l'as mentionné.
Il n'y aura pas beaucoup de partants qui vont disputer la rencontre. Donc, j'imagine qu'on va voir au poste de quart James Morgan et Jonathan Sénécal. Ouais, ben il y a un joueur qu'il ne faut pas oublier dans l'équation. Moi aussi, je pensais ça. Mais Jason Mars nous a rappelé Caleb Evans. Caleb Evans, il est Ah oui. toujours là. Alors, oui, oui, il est toujours là. Donc, Alexander ne va pas obtenir de temps de jeu. Puis là, lorsqu'on a posé la question à Jason Mars, c'était à la suite de l'entraînement de lundi. Puis lui, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ben, c'est ça, on lui a demandé s'il pouvait nous dire que ça allait être quoi, là, sa rotation à la position de carrière. Il nous a dit, écoutez, c'est trop tôt pour le moment. On attend de voir comment Caleb Evans va se comporter lors des entraînements. On se souviendra qu'Evans avait vu sa saison 2024 prendre fin à la suite d'une grave blessure à un genou. C'était déchiré un ligament croisé antérieur. Donc, ce que Jason Mars a dit, Marc-André, c'est que dans un monde idéal, même McLeod Bethel-Thompson n'obtiendrait pas de temps de jeu vendredi. Mais il attendait de voir si Evans allait être en mesure de s'entraîner pendant toute la semaine afin de prendre sa décision. Alors, il est possible que Alexander, c'est certain, il ne jouera pas contre Ottawa. Comme je l'ai dit, les partants ne joueront pas, mais même Bethel-Thompson pourrait ne pas jouer. Donc, ça serait Evans, Morgan et Sénécal qui obtiendraient du temps de jeu afin de les évaluer. Alors, personnellement, moi, j'aimerais savoir ça si on utilise juste ces trois quarts-là, puis ça veut dire que les trois vont obtenir du temps de jeu. Mais dans le cas de Caleb Evans, en tant que carrière, en tant que passeur, là, il semble que c'est lui qui sera encore une fois le spécialiste des faux filets du quart. Mais en tant que passeur, personnellement, je pense, moi, j'en ai assez vu. Je sais pas pour toi. Personnellement, j'en ai Mhm. assez vu. Pas vraiment besoin d'évaluer. J'aimerais plus voir Morgan en particulier Ouais. obtenir du temps de jeu pendant une bonne période de temps, même si ça va être seulement les réservistes du Rouge et Noir, puis ce Rouge et Noir a une courte semaine, donc eux, ils vont faire jouer leur partant à Montréal, ça va juste être des réservistes sur le terrain, mais j'aimerais ça voir Morgan obtenir le départ et jouer peut-être près d'une demi, justement, pour pouvoir finalement bien l'évaluer. J'ai trouvé, t'es toujours là pour me ramener à l'ordre quand on se parle hors d'onde, pour me dire, j'ai trouvé James Morgan, c'est le quart qui a eu le plus de rythme. Je sais que c'était des courtes passes, c'était des passes un peu télégraphiées, aussi des jeux scriptés, mais c'est le quart qui avait le plus de rythme lors du dernier match, lors du premier match contre le Rouge et Noir. Donc c'est sûr que c'était contre les quarts réservistes. Ça a été dur envers moi de me rappeler que bon, ça, il jouait contre contre l'unité de réserve, contre des joueurs qui vont Ouais, potentiellement pas débuter de la saison à Ottawa. Mais quand même, c'est un ancien de la NFL aussi. Il a passé du temps dans la NFL. Il a été repêché dans la NFL. Donc, moi, c'est ça, j'ai trouvé. J'aimerais ça, moi aussi, le voir sur une plus longue séquence, là, peut-être un quart, voire une demi, un peu comme toi, puis voir qu'est-ce qu'il pourrait donner aux Alouettes. ouais, moi c'est les deux joueurs que je vais vraiment observer, en particulier, ça va être Morgan et Sénécal vendredi. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc c'est ça, ça va être des réservistes qui vont être sur le terrain. Mais moi, c'est ça. C'est ces deux carrières-là que j'ai le plus hâte de voir en action. Crois-tu que ton chouchou, là, VC, va devoir aussi élever son jeu d'un cran Hmm. lors du match de vendredi pour essayer de se tailler un poste avec les Alouettes? Écoute, j'ai conservé mes actions de Jordan Vesey. Euh, on va voir, ouais. On va voir. Moi, j'espérais qu'il allait obtenir du temps de jeu avec les partants la semaine dernière. Ça n'a pas été le cas. Écoute, on va voir. Contre les réservistes, moi, je serais pas surpris qu'ils connaissent un bon match. Parce que sur le Mhm. terrain, je doute qu'il va y avoir d'autres joueurs qui ont autant d'expérience que Jordan Vesey. Maintenant, est-ce qu'il va être en mesure de sailler un poste, qu'on va le conserver au sein de l'équipe? Ça, c'est une autre histoire, mais je pense pas qu'il y ait un demi de coin réserviste du Rouge et Noir qui sera en mesure de le couvrir. Donc, je le rappelle, Alouette Rouge et Noir, c'est à Ottawa, c'est vendredi 19h. Ça va être sur les ondes de RDS et on a tous bien hâte de Mhm. voir ça. Ensuite, la vraie saison va commencer. Et Didier, les vraies affaires, Rambo 2, c'était First Blood Part 2. Simple de même. Ah, ouais, Simple de même. Ou La ils sont pas Mission cassés à la en tête, hein? français. Non, c'est ça. Non, Ils sont pas cassés la tête. 1985. First Blood 2. 1900, ouais. 1985, Le je premier Rambo, venais c'est quoi? d'arriver C'est. sur cette terre. Ah, ok, c'est l'année de ta naissance. Ouais, le premier Rambo, je pense, c'est quoi? Exact, je C'est viens d'arriver sur cette 81? 82. Ouais, 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 ouais. 82, premier Rambo? Ok. 1982. Ok. Puis le Part 2 en 1985. Bref, à revisiter pour ceux Ah. qui tripent voir Le- Sylvester Stallone tirer de la mitraillette en bédaine. ah, ouais, c'est ça. L'apogée de Sylvester Stallone. C'est 83, je pense, c'est Rocky Oh! 3, je Ouais. pense. C'est 83, 82 en plus. C'est que, ouais. C'est ça. Mhm. Il était Ouais. dans son pic. Bon.
Écoute, on parlait de la Passons. NFL maintenant, après Ouais. avoir fait une rétro du début des années 80 des films d'action. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, écoute, la NFL, c'est quand même tranquille hein, ces temps-ci, mais toutefois, il y a les activités de la saison morte qui ont commencé pour plus, ben, les 32 équipes. Notamment, j'ai vu Benjamin Saint-Just dans ses stories sur Instagram là, qui embarquait sur le terrain d'entraînement des Chargers. Il avait l'air très heureux. Il porte le numéro 24 avec Los Angeles. Mais là, à travers la NFL, ben là, les équipes, c'est ça, là, elles ont des entraînements présentement, des Mhm. entraînements hors saison. Il y a 24 équipes qui ont débuté leur entraînement mardi. Les 8 autres vont commencer aujourd'hui, mercredi, dont mes Eagles, parenthèse. Mais tout ça pour dire que lors de Fait que tu mentionnes l'ouverture ton du équipe camp. favorite sans raison, là, comme ça. Oui. Lors de l'ouverture du camp d'entraînement des Falcons hier, mardi, ben Kirk Cousins n'était pas présent aux activités volontaires. C'est bien important de spécifier, volontaires des Falcons. Mhm. Qu'est-ce que ça te Ouais. dit à toi, ça, Didier? Qui veut être échangé, qu'il est fatigué. Tu sais, d'être là, parce que souviens-toi, il y avait des rumeurs avant le repêchage, on se disait, OK, est-ce que Cousins pourrait être repêché durant le repêchage? Mais là, Cousins, lui, il avait dit qu'il voulait attendre après le repêchage, parce qu'il voulait pas se faire avoir une deuxième année de suite. On se souviendra que l'année dernière, bon, il avait signé à titre de joueur autonome avec les Falcons, puis là, les Falcons ont repêché Michael Penix. Donc, il voulait pas que ça se reproduise. Il avait dit, après le repêchage, je vais soulever ma clause de non-échange. Mais là, selon ce qui est rapporté, les Falcons sont extrêmement gourmands, Marc-André. Je ne sais pas si tu as lu là-dessus aussi, mais apparemment, ils demandent beaucoup en retour de Kirk Cousins. Donc, il y a de l'intérêt pour Cousins, mais les Falcons ont des exigences à ce qu'ils veulent avoir en retour du vétéran carrière. Alors, clairement, Kirk Cousins, le fait qu'il n'est pas présent aux activités volontaires des Falcons, ben c'est ça. Il n'est pas content de cette situation. Lui, il aimerait être échangé afin de carrière partant ailleurs. Mais là, c'est aux Falcons, là, justement, d'en venir à une entente avec une équipe. Mais écoute, on peut quand même personnellement, je peux quand même les comprendre, les Falcons, parce que d'avoir un corps arrière réserviste ou un corps arrière substitut de la trempe de Kirk Cousins, si jamais Michael Penix, ça fonctionne pas. Écoute, Didier, Michael Penix, là, on dit d'ailleurs au camp hier, c'était simplement la première journée d'un camp du mois de mai, c'est sûr, je le rappelle, mais il n'a pas été très précis dans ses passes. Puis l'année dernière, là, sais-tu c'est quoi son pourcentage de passes complétées? Il est seulement à 58. Non, c'est quoi? On est 58 Hmm. de passes complétées l'année dernière. Donc, c'est pas un garanti que ça sera un gage de succès. On tape sur la tête de Anthony Richardson avec sa pourcentage de passes complétées à 50. Ben 58, c'est pas super loin que 50, c'est mon avis. Donc, peut-être que, tu sais, du point de vue des Falcons, présentement, on a Kirk Cousins, on a le luxe d'avoir un quart, oui, qu'on paie cher, mais on a le luxe d'avoir un quart suppléant, un quart remplaçant qui pourrait faire le travail si Michael Penix, je doute qu'on va retourner à Kirk Cousins, mais si jamais il arrive quelque chose à Michael Penix, c'est une excellente police d'assurance parce que les autres corps, Easton Stick et Emory Jones, on s'entend que c'est si tu échanges Kirk Cousins du côté des Falcons, il va falloir que tu trouves un autre corps remplaçant. Donc, je peux comprendre un peu la mentalité des Falcons de demander, de ne pas vouloir se débarrasser de Kirk Cousins si facilement. Ouais, parce que l'échantillon, effectivement, t'as raison, l'échantillon qu'on a eu de Michael Penix, c'est un petit échantillon, ouais. Il est devenu carrière partant vers la fin de la saison régulière. Je me souviens pas du nombre de départs qu'il avait eu. Puis c'est vrai, il n'y a rien de garanti. Mais Cousins, clairement, il ne veut plus être là. Lui, il pense qu'il est toujours un carrière partant. Il ne sera pas satisfait d'être un carrière réserviste. Donc, je comprends les deux côtés. Je comprends qu'est-ce que tu viens d'expliquer du côté de la perspective des Falcons d'Atlanta, mais je comprends également euh, comment Kirk Cousins se sent, pourquoi il ne veut pas être là, parce qu'en même temps, c'est Penix, l'homme de confiance. C'est lui carrière numéro un. Alors pour Cousins, surtout, tu sais, rendu à ce stade de sa carrière, c'est sûr qu'il n'a pas le goût là, de participer à ces entraînements-là au mois de mai. Alors, il se dit, regarde, c'est plus moi le carrière partant des Falcons. Je préfère passer ce temps-là à m'entraîner moi-même et à passer du temps avec ma famille plutôt que d'aller aux activités volontaires. Tu as bien fait de mentionner, de mettre l'emphase là-dessus, parce que ce sont des activités volontaires à ce temps-ci de l'année. Mais je comprends les deux angles, honnêtement. L'angle de Cousins et celui des Falcons. Et en plus que Kirk Cousins, il y a des rumeurs également
que les Steelers là, observeraient la situation, avec un œil, averti là, du côté d'Atlanta, voir ce qui va se passer. Il porte à croire que peut-être qu'Aaron Rodgers aux Steelers, on pense tous que c'est qu'est-ce qui va arriver. Ben, peut-être que non, finalement. Ouais, je sais pas, Rogers était un événement, puis là, tu sais, c'est ça, c'est jamais simple, hein, c'est jamais direct, les propos d'Aaron Rodgers. Je sais pas si tu as vu, là, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Il y a une partisane qui lui a posé une question, puis là, tu sais, il a dit, j'oublie qu'est-ce qu'il avait dit, mais en tout cas, peu Non, importe, je suis tellement écoute, ce qui est fatigué, là, arrivé d'Aaron Rodgers. ce qui est arrivé, c'est qu'il a dit: «Est-ce que tu pourrais jouer pour les Bears cette saison?» Puis il a Ah oui, dit: oui, oui, «Pas oui. pour les Bears, mais je pourrais jouer à Chicago» et là, évidemment, les Ah Steelers ouais. ont un match à Chicago cette saison. Écoute, je peux même te lancer sur, je pense que ça va faire un beau parallèle sur la question qu'on a reçue de Mathieu Corbeil. On peut quand même y aller immédiatement, qui nous parle justement d'Aaron Rodgers, qui nous félicite Oui. pour notre podcast, qui nous parle d'Aaron Rodgers, qui nous demande: «Pourquoi est-ce aussi long avant qu'il puisse prendre une décision de se joindre aux Steelers? Allons-nous revivre la même situation comme dans le temps de Brett Favre où il laissait le camp d'entraînement passer et se joignait à l'équipe par la suite, les Jets et les Vikings? Comment ça, comment ça peut être perçu par les autres joueurs?» Écoute, je pense que, que Brett Favre, c'est son mentor. Puis oui, il fait pareil parce que c'est un troll, Aaron Rodgers. C'est ça qu'il est, c'est un troll. J'espère qu'il essaie pas de tout copier de Brett Favre parce que il y a un documentaire là, de Brett Favre qui est Ouais. sorti sur Netflix, j'ai pas encore regardé là, mais c'est pas très Il n'y a flatteur. pas Hein. Snapchat Alors non plus, j'espère sûrement. que ouais, en tout cas, j'ai pas encore regardé, mais je peux imaginer qu'est-ce que Brett Favre va envoyer sur Snapchat. En tout cas, mais Oui. mais tout ça pour dire, premièrement, écoute, Son Mathieu Vince Corbeil, je Lombardi. l'ai rencontré. Comment t'as dit ça? Son trophée Vince Lombardi. Bref. Non, non. Ah, c'est ça qu'il a envoyé comme photo, ouais. Ok, Ouais, ouais, je ouais. comprends son trophée Vincent Lombardi. Oui, Ouais. tout d'abord, Mathieu Corbeil, merci Mathieu de nous avoir envoyé ta question. J'ai croisé Mathieu justement lors du camp d'entraînement des Alouettes à Saint-Jérôme. Il est venu se présenter, il m'a dit qu'il aimait notre podcast, qu'il écoutait régulièrement. Alors, tout d'abord, ben, merci Mathieu d'être venu me voir et bien sûr d'écouter le podcast. Mais ouais, Mathieu a raison, parce que là, c'est ça, là, c'est déjà un roman savon d'une certaine façon. Euh, Aaron Rodgers, il aime l'attention. Il aime l'attention et je ne sais pas pourquoi les Steelers lui permettent de les tenir en otage. D'ailleurs, l'ancien carrière vedette des Steelers de Pittsburgh lors des années 70 au cours de leur dynastie, Terry Bradshaw, je ne sais pas si tu as vu les propos de Bradshaw, qui travaille au réseau Fox depuis toujours, là, depuis quoi, une trentaine d'années. Il est vraiment pas Mhm. allé de main morte là, à l'endroit, autant d'Aaron Rodgers que des Steelers également. Parce que lui aussi, il comprend pas pourquoi les Steelers se laissent se mener, se faire mener par le bout du nez par Aaron Rodgers. Puis Aaron Rodgers, se joint aux Steelers, lui, il aurait besoin d'être présent justement aux activités volontaires présentement. Puis, depuis quelques années, même à la fin de sa carrière avec les Packers, il n'y participait pas. Ça ne l'empêchait pas de chialer contre les jeunes receveurs à l'époque des Packers de Green Bay. Mais c'est toi carrière, c'est toi le leader de l'équipe. C'est à toi d'aller de l'avant et te présenter à ces entraînements-là au mois de mai pour commencer à développer de la chimie, de la cohésion avec ses receveurs de passe. Il ne l'a pas fait non plus avec les Jets. Si je me souviens bien, il était parti en vacances, en voyage en Amérique du Sud ou je ne sais plus trop où sur la planète. Peu importe. Là, c'est la même histoire, on dirait. Ben, pas on dirait qu'il se répète là, avec les Steelers de Pittsburgh. Et avec la saison qu'il a connue l'année dernière, tu aurais cru qu'il aurait appris sa leçon, qui se présenterait justement afin de s'entraîner avec sa nouvelle équipe et tout. C'est sûr, les joueurs des Steelers, ils aiment pas ça pour répondre à la question de Mathieu. Parce Cameron que, écoute, il y Hayward là, a. est Ouais, déjà ouais, il y a tanné. quelques semaines, tu t'en souviens? Ben oui, c'est ça, il était Ouais, déjà à ouais. bout, je pense, il y a un mois de ça. Donc, c'est sûr, les joueurs des Steelers, ils n'apprécient pas la situation, mais c'est l'organisation des Steelers qui permet ça. Je ne sais pas, peut-être que les Steelers, ils aimeraient acquérir Kirk Cousins, dont on parlait tout à l'heure. Puis là, bon, comme je le disais, les Falcons sont gourmands dans leurs demandes. Mais tout ça pour dire que, ben ouais, déjà, tu sais, ça commence mal. Mais Rodgers a besoin de s'entraîner. Il devrait être là afin de Mhm. lancer au receveur des Steelers. Mais là, à ce stade de sa carrière, à 41 ans, ça ne lui tente pas. Il veut profiter de la saison morte. Mais sais-tu quoi? Tout ça, ça va ensemble. S'il n'est pas là, il ne va pas connaître une bonne saison. C'est certain. Alors, rendu là, prends ta retraite.
si tu ne veux pas participer aux activités volontaires de l'équipe. Souviens-toi de Tom Brady. Tu sais, quand il s'était joint aux Buccaneers de Tampa Bay, en plus de ça, c'était en 2020, année de pandémie. Lui, il avait trouvé un terrain, je pense, d'une école secondaire. Puis là, il avait invité les joueurs des Buccaneers afin de s'entraîner ensemble, d'essayer de développer la chimie pour être prêt lorsque le camp d'entraînement allait commencer. Aaron Rodgers, c'est complètement à l'opposé de ça. Donc, ben, c'est ça, le Mhm. roman savon se poursuit d'Aaron Rodgers. Il l'avait à Green Bay, il a amené ça à New York, puis là, il est en voie d'amener ça également à Pittsburgh. Les journalistes ont posé la question hier à Mason Rudolph, justement, avec la saga Aaron Mhm. Rodgers qui planait au-dessus des Steelers. Puis Mason Rudolph a vraiment été bon joueur, là. Il a dit simplement que c'est pas de son ressort, que la direction, lui, ce qui se concentre, c'est d'être le corps des Steelers en ce moment, d'offrir la meilleure performance, de connaître un bon camp, puis c'est à la direction de voir que c'est. Bref, on dit les bonnes choses, on sort la cassette, comme on dit, côté de Mason Ouais. Rudolph, mais quand même. Ça doit quand même, avoir quand même un nuage un nuage d'incertitude comme ça, ça doit être jamais bon pour une équipe de football, qu'on soit au mois de mai ou qu'on soit au mois de septembre. Les Steelers n'ont que qu'à blâmer Marc-André pour ça, Mike honnêtement. Tomlin, il fait quoi, Ils ont Didier? juste eux à blâmer. J'adore Mike Tomlin. Fais quelque chose, Mike. Ouais, c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question, mais tu sais, on en a déjà parlé. Ça date il y a des années. Là, le fait qu'on n'a jamais, j'en reviens toujours à ça, on n'a jamais préparé l'après Ben Roethlisberger. Roethlisberger, ces 2, 3 dernières saisons, tu sais, il avait clairement ralenti. C'est le moment de repêcher un carrière, justement, a fait que Roethlisberger puisse lui passer le flambeau pour que la transition soit beaucoup plus smooth, beaucoup plus fluide. Tu sais, on a Facile, repêché ouais. Kenny Pickett. Bon, ouais, c'est ça, ça n'a pas fonctionné. Puis même au cours de la saison morte, Marc-André, tu sais, on a mal géré la situation avec Russell Wilson et Justin Fields. Tu sais, on a cloué au banc Fields alors Mmh. qu'il jouait bien en début de saison. On croyait qu'on allait avoir un plus grand potentiel en attaque avec Russell Wilson. Puis là, durant la saison morte, durant la période des joueurs autonomes, on n'a pas été capable de conserver Justin Fields. Ben c'est ça. Puis là, on se retrouve les mains vides, là, principalement, avec Mason Rudolph. Et on a vu Rudolph l'année dernière, il a obtenu une autre opportunité d'être carrière partant avec les Titans du Tennessee. Ça n'a pas bien été. Et ça n'a pas bien été. Je sais que les Titans ne sont pas une grande formation. Mais bref, les Steelers, ils n'en ont pas de carrière présentement. Ils en ont pas. Ils ont un receveur établi, DK Metcalf. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec un Roman Wilson, l'ancien de Michigan. C'est un choix au repêchage de l'année dernière, mais toutefois, il avait commencé la saison blessé, puis là, il n'a jamais pu rattraper le temps perdu. Mais pour l'instant, ça augure mal, les Steelers. Je ne sais pas ce que tu en penses. Puis j'adore Mike Tomlin, moi aussi, mais ça augure très mal, je trouve, du côté de Pittsburgh. Ça augure très mal et je pense qu'à la fin de la carrière de Mason Rudolph, on va plus se rappeler du fait qu'il est sorti avec Eugénie Bouchard que de sa carrière de footballeur. Ça reste à voir, Hmm. Didier. Mais Sans trop. maintenant, du côté des. Le coup de casque que Miles Garrett avait essayé de lui Ah donner. oui! Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. On va se rappeler de ça. Je pense que Eugénie Bouchard passe deuxième. Ouais. Je vais arrêter de faire le gag. Shamar Stewart, maintenant, le premier choix des Bengals au dernier repêchage, n'a pas participé au programme d'activité hors saison des Bengals car il n'est pas encore sous contrat. On dit du côté des Bengals que c'est une question de langage, donc de mots ou de phrases là, dans le contrat qui ne fait pas l'affaire de Shamar Stewart. Je sais qu'on a l'air de s'acharner, Mhm. Didier, là, les fans des Bengals qui nous écoutent, on s'acharne sur votre équipe. Mais mon Dieu, pourquoi les Bengals? C'est toujours compliqué leur affaire. C'est comme Aaron Rodgers. C'est toujours compliqué. C'est Ouais, jamais simple. Non, mais c'est ouais. vrai. Écoute, Ben oui. les Bengals, s'il y a un joueur qui a besoin de tous les entraînements possibles, c'est Shamar Stewart. On en a parlé dans le cadre du repêchage. C'est un joueur qui n'a pas été productif au niveau universitaire. C'est tout un athlète. Il a été incroyable lors du combine, du camp d'évaluation de la NFL au mois de février dernier à Indianapolis. Mais il n'a pas été productif. Il a besoin d'être sur le terrain, travailler sur ses techniques pour presser les carrières adverses. Puis là, il n'est pas là parce qu'il n'y a pas de contrat. On ne peut pas le blâmer là, de ne pas avoir de contrat. Puis surtout, on ne peut pas donner bénéfice du doute aux Bengals parce que tu parles de la même organisation qu'il est à une dispute contractuelle avec son meilleur joueur, pratiquement son seul bon joueur en défense, Trey Hendrickson. Donc, Trey Hendrickson, lui aussi, il n'est pas là. C'est tout croche, les Bengals. Moi, les Bengals, je veux rien avoir à faire avec eux cette saison. Ils vont être une très bonne équipe fantasy football,
Burrow va avoir des grosses statistiques. La même chose pour Jamar Chase, pour T. Higgins, tant mieux, mais avec tout ça, le fait qu'on n'a pas de défense, je vois pas comment les Bengals vont avoir du succès cette année. J'ai vu des gens qui parlaient d'eux comme des aspirants au Super Bowl. Je suis comme, pardon, la défense était pourrie l'année dernière, puis il n'y a rien qui indique qu'elle va être meilleure. On a changé de coordinateur en défense, à moins que Al Golden là, soit un sorcier puis qu'il puisse faire de la sorcellerie afin d'endormir des attaques adverses. Mais encore une fois, pour revenir à Shamar Stewart, c'est les Bengals. C'est comme ça, les Bengals. Il y a une raison pourquoi cette équipe-là a jamais rien gagné. Cette organisation-là, plus souvent qu'autrement, on a des fiches perdantes. Puis ça remonte avant Joe Burrow. Là, toute ma vie, les Bengals, c'est rare qu'on ait eu du succès. Là. La morale de l'histoire, Didier, c'est que si on est repêché par les Bengals de Cincinnati, il faut lire les petits caractères en bas du contrat, les petits Hmm. alinéas là, qu'on voit écrits tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, en Times New Roman 8 en bas du contrat. C'est ça, les Bengals. Ouais. C'est un peu désolant, mais oui, je suis un Toujours peu d'accord compliqué avec avec les toi. Bengals. Écoute, ça va être une équipe qui va avoir des pointages d'Arena Football League. Là. Ça va être intéressant au niveau fantasy. Hmm. Les Power maintenant, c'est en faveur de conserver le touche-push pour la saison 2025. Ça prenait 20 équipes qui votent contre ou pour l'abolition plutôt du touche-push. Le vote a été finalement 22-10. On a raté donc les Packers, qui étaient les soumissionnaires de cette proposition-là, ont raté par 2 équipes. Et j'ai la liste des équipes des 10 formations qui ont voté pour conserver le touche-push, Didier. Il y a les Eagles, évidemment. Ouais. Il y a les Jets, les Ravens, les Lions, les Pats, les Browns, les Jaguars, les Dolphins, les Saints et les Titans. Sais-tu, c'est quoi, qu'est-ce que ces équipes-là ont en commun, Didier, en vue de la saison Non, 2025? vas-y. Ils n'affrontent pas les Non, je Eagles sais de pas. Philadelphie. Ah, voilà, donc peut-être c'est pour ça, eux se sont dit, ah, nous, ça nous importe peu. Mais je suis surpris que les Colts et les Cardinals se retrouvent pas dans cette liste-là. Pourquoi? Parce Ah, que ce sont les deux anciens coordinateurs des Eagles qui sont entraîneurs-chefs en Arizona et à Indianapolis. Shane Steichen à Indianapolis. Écoute, une des raisons pourquoi il est entraîneur-chef, ben, c'est le succès qu'on a eu avec le touche-push. Puis c'est lui qui écoute, était le coordinateur à l'attaque lorsqu'on a commencé ça. il y a 2 formations de la NFC seulement aussi, ça, c'est intéressant. Il y a les Saints, Kellen Hmm. Moore, qui était le coordonnateur offensif des Eagles l'année Oui, ben dernière. oui. Donc, j'imagine Ben oui, que, tu c'est sais, vrai, ouais. on veut pas se mettre à dos nos anciens, nos anciens patrons. Et les Lions, ben, on peut penser Dan Campbell, là, qui lui, doit se dire, écoute, on va trouver une façon, tu sais, il est un peu col bleu, là, col blanc, Dan Ouais. Campbell dans son approche. On va trouver une façon, on va gna, 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 on va au pire, on va le faire, on va casser des genoux, puis tu sais, il est un peu, je le vois Hey, comme ils un ont peu repêché grumpy un aussi, gros là. plaqueur. Ils ont repêché un gros Ouais, plaqueur exact. en première ronde, eux. Donc peut-être, c'est Ouais, ça, ils ont ouais, commencé à ouais. s'armer contre le touche-push. Mais ça pour dire, écoute, on en avait discuté, toi et moi, on partage le même avis. Tu sais, sur défense adverse, à trouver une façon d'arrêter ce jeu-là. Tu sais, puis les autres équipes peuvent l'utiliser aussi. Les Eagles l'exécutent mieux que les autres formations. Mais encore une fois, on n'arrête pas de nous dire, ah, c'est une question de sécurité. Regarde, j'ai jamais vu un joueur se blesser lorsqu'on a utilisé le touche-push. Je sais, il ne faut pas attendre qu'un joueur se blesse avant d'abolir ce jeu, mais moi, je ne crois pas que le risque de blessure est aussi grand qu'on essaie de nous faire croire, tout simplement. Alors, moi, je suis content que le touche-push demeure. On va avoir durant la saison, j'espère qu'il n'y aura pas un incident, toutefois. Mais moi, personnellement, j'étais en faveur de conserver le touche-push. Mais je me mettais un peu dans la place, mettons, des Commanders de Washington. Je me dis, si je suis directeur général des Commanders ou propriétaire, c'est sûr que je vote contre, hein. C'est de bonne guerre aussi. Tu sais, ils sont dans notre division, on les voit 2 fois par année. Je Oui, peux comprendre aussi, tu sais, il y a vraiment un jeu de coulisses là, ou ah, c'est de vrai, ça. stratégie même, je te dirais, derrière tout ça. Tu sais, si je suis les Giants, c'est la même chose. Je peux comprendre pourquoi ils ne nous ont pas voté, mais ça pour dire que 22-10, Didier, je ne serais pas surpris que ça revienne à l'agenda des discussions l'année prochaine. Puis peut-être qu'on va avoir un autre vote. Peut-être que ça va repasser. Là. Je ne serais pas surpris que c'est pas fini cette histoire-là avec le touche-push, selon moi. Ouais, et que, puis, hey, j'espère qu'il n'y aura pas une blessure. Parce que imagine-toi s'il fallait qu'un joueur se blesse durant un touche-push, là, les gens vont dire, bon, vous voyez, je vous l'avais dit, on aurait dû abolir ça et tout. Ça va être une grosse controverse. En tout cas, j'espère que personne ne va se Mhm. blesser.
Jalen Ramsey, Didier, compte les jours avant le 1er juin. Il faut dire que les Dolphins, s'ils échangent Jalen Ramsey après le 1er juin, ils vont sauver, grosso modo, sur leur masse salariale, 9 millions de dollars en cap hit, là, qu'on dit je ne sais pas c'est quoi en français, mais c'est ça, sur la masse salariale. En Euh, pénalité contre le plafond, ouais, c'est ça. Pénalité, ouais, Ouais. 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 Donc, puis on a vu sur les réseaux sociaux que Jalen Ramsey a commencé le décompte des jours jusqu'au 1er juin. Est-ce qu'il sera échangé? Et si oui, où le vois-tu atterrir? Dans quelle formation le vois-tu poursuivre sa carrière? Mais selon les rumeurs, on parle peut-être d'un retour à Los Angeles avec les Rams. Alors, qui sait? Peut-être qu'il a laissé une belle impression au sein de l'organisation. On a besoin à cette position-là du côté de Los Angeles. Mais je suis déçu, il n'y a pas eu de transaction. Tu te souviens, avant le repêchage, il y avait plein de rumeurs de transactions concernant plusieurs joueurs, dont Jalen Ramsey. Il n'y a rien qui s'est passé, mais maintenant, avec qu'est-ce que tu viens d'expliquer, le fait qu'après le 1er juin, ben là, on va avoir moins de pénalités que si on l'échange présentement. Donc, ça explique pourquoi c'est toujours au moment où on se parle un membre de l'organisation des Dolphins de Miami. Mais j'ai hâte de voir où il va aboutir Jalen Ramsey. Il n'est plus le meilleur demi-coin de la NFL comme il l'a été, mais il demeure un demi-coin solide. Je me souviens avant le repêchage, il y avait les Ravens aussi. On disait que les Ravens avaient de Mhm. l'intérêt. C'est les deux équipes. Il y a des Je me rumeurs avec souviens, les j'avais Cowboys entendu des aussi. rumeurs des Ravens et Rams. Ah oui? Dallas? Ouais, ouais, ouais. Si j'étais les Bills, je passerais un coup de OK. fil aussi. C'était juste de moi, là. Ouais, ouais, même si on a repêché Maxwell à Hairston en première ronde en position de demi-coin, mais Mm. d'ajouter un vétéran comme ça. Pour les Bills, eux, ils essaient de gagner le Super Bowl, c'est aussi simple que ça. Alors ouais, ça serait peut-être pas une mauvaise chose de donner un coup de fil au DG des Dolphins de Miami. Mais encore là, je pense pas que ça va arriver, ils sont au sein de la même section. Donc, je pense Ouais, pas que j'ai pas les pensé à Dolphins ça. échangeraient Ramsey ouais, aux Bills. Ouais, je vais te penser, ça faisait du sens, mais là, je viens d'y penser. Je pense pas qu'on va Les l'échanger au sein de la division. Hein. Les Cardinals aussi, j'ai vu que Sean Murphy-Bunting va rater toute la saison. Peut-être qu'on va pouvoir ajouter une autre présence d'un vétéran, peut-être au sein de la tertiaire. Ça pourrait être intéressant du côté des Cards. Bref, triste Ouais, nouvelle peut-être en terminant, à ce Didier. Oui, statut, vas-y. ouais, mais juste rapidement, mais à ce statut de sa carrière, Ramsey, il veut joindre une équipe qui aspire au Super Bowl. Est-ce que les Cardinals sont cette équipe-là? Je pense pas. Mais Ravens, Rams. Tu sais, les Rams, écoute, ils étaient à une Mhm. victoire là, du Super Bowl. Là. Non, non, c'est pas vrai. Non, ils ont perdu en deuxième ronde, mais ils ont passé proche de battre ton équipe favorite, là. Les Eagles. Si c'est pas de la Ils ont température, ils passé auraient proche. peut-être gagné le match. Là. Ouais, le match était serré. Là. Passé proche, c'est juste bon à pétanque puis au fer. C'est ça l'expression? Ah, quelque chose comme ça, genre. Ouais. Et finalement, triste nouvelle en terminant, le décès du propriétaire des Colts, Jim Irsay, qui est décédé à l'âge de 66 ans. Il a laissé quand même un bel héritage là, à la NFL, dans le sens que il a fait vraiment d'Indianapolis une ville de football parce qu'on sait que, bon, son père Bob avait, en fait, la famille Irsay a l'équipe des Colts de Baltimore à l'époque. Il avait déménagé, on s'en souvient, là, il y a des documentaires là-dessus, des Colts de Baltimore à Ils avaient Indianapolis en volé. 1984, durant la nuit, ouais, avec des camions. Ouais, ok, C'est tu quand connais même l'histoire? assez. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis même les camions avaient emprunté des chemins différents pour pas se faire intercepter. Bref, tout était pensé. Écoute, c'est complètement impensable aujourd'hui, là, avec nos GPS et tout, de Mhm. penser que l'équipe a déménagé pendant la nuit. Et tout ça pour dire que la ville de Baltimore avait vraiment, et ben, je peux comprendre, hein, on leur vole leur équipe durant la nuit. Il y avait une grogne, mais bref, je pense que la famille Irsay, surtout Jim, a fait que justement la ville d'Indianapolis, les Colts ont été acceptés rapidement à Indianapolis puis que vraiment c'est devenu une ville de football. Je pense que c'est un des plus grands héritages de cet homme. Ouais, écoute, Hersey était le propriétaire des Colts depuis 97. Hein? Puis une des premières choses qu'il a fait un an plus tard, ben, ça avait été de repêcher Peyton Manning en 98 avec le tout premier choix du repêchage. On connaît la suite, mais comme tu l'as dit, Indianapolis, c'était d'abord une ville de basketball universitaire avec les Hoosiers à Mhm. l'époque avec l'entraîneur-chef Bob Knight. Et également, bien sûr, de la course automobile, hein, les 500 000 d'Indianapolis et tout. Et les Colts, étant donné que les Colts, ben, ils venaient de Baltimore, il y a des gens d'Indianapolis, mais il n'y avait pas tant d'intérêt que ça pour les Colts. Mais c'est vraiment Jim Irsay.
comme tu l'as si bien dit, il a rendu Indianapolis une ville de football. Les Colts sont extrêmement populaires. L'arrivée de Peyton Manning, bien sûr, ça a aidé aussi. Puis là, c'est fait. Hein. Je pense qu'il a 4 filles. Il avait 4 filles, Jim Irsay. Donc, c'est son aîné qui est pressenti afin de devenir la propriétaire des Colts afin de lui succéder. Puis elle fait déjà partie de 3, 4 comités de la NFL. Donc, elle est déjà dans l'entreprise familiale. Donc, ça serait juste une continuité après le père, comme tu as dit, le fils, et puis maintenant, la petite fille qui deviendrait propriétaire des Colts. Puis je pense que ça vaudrait la peine de mieux raconter comment les Colts sont arrivés à Indianapolis pour les gens qui sont plus jeunes ou qui sont pas au courant tout simplement. Quand on vient de dire qu'on a volé les Colts à Baltimore, écoute, c'est vraiment ça. Parce que je pense, quoi, les Colts sont déménagés de Baltimore à Indianapolis en 1984, si je me souviens bien, là. Peut-être que ma Exact. mémoire fait défaut. Ouais, exact, Ouais, c'est 84. en 84, c'est ça. J'avais vu un documentaire là-dessus qui expliquait tout ça. Puis premièrement, il faut expliquer à quel point les Colts étaient populaires à Baltimore. Les Colts étaient... c'est Johnny Unitas. Pour les gens qui ne connaissent pas Johnny Unitas, ça a été un grand carrière il y a très longtemps de ça. On parle là, dans les années 50, 60, il me semble, Unitas, ça fait longtemps, mais Unitas, par plusieurs, est considéré comme le premier carrière moderne, là, si on peut dire. Euh, c'est ça, donc les Colts, euh, ça reflétait la ville de Baltimore. C'est un peu comme le Canadien à Montréal. Mhm. C'était inimaginable de voir cette équipe-là déménager. Puis la façon dont on a fait ça, comme tu l'as dit, c'est au milieu de la nuit là, qu'on a déménagé l'équipe. Puis il y a un journaliste, il y a quelqu'un qui avait appelé un journaliste au milieu de la nuit pour lui dire Hey, il y a des camions de déménagement au bureau des Colts. Il était comment ça, au beau milieu de la nuit? Là, le journaliste, il s'est rendu avec une caméra. Là, ils ont filmé les camions qui partaient. Là. Puis là, le nom de la compagnie de déménagement, c'était Mayflower. Là, c'est écrit Mayflower sur le Ouais. côté des camions, un peu comme le clan Panton, Jaune. là, si on veut, au Québec. Ouais, jaune, c'est ça. Mayflower. Puis je pense que cette compagnie-là, les gens de Baltimore étaient tellement en furie que la compagnie de déménagement a fait faillite. Les gens de Baltimore ont arrêté de faire affaire avec cette compagnie-là de déménagement. Donc, au beau milieu de la nuit, ils sont venus, ils ont déménagé l'équipe à Indianapolis. Imagine-toi, puis là, on a dû attendre longtemps afin d'avoir du football de la NFL de retour à Baltimore. Ça a pris finalement qu'on vole les Browns à Cleveland. OK, on a volé les Browns Ouais. à Cleveland, qui sont devenus les Ravens de Baltimore. Là, après ça, on a redonné une équipe à Cleveland, 5 ans plus tard. Mais entre ça, il y avait eu les Stallions de Baltimore, de la Ligue canadienne. Mhm. Ça, puis le stade était tout le temps plein à Baltimore lorsqu'ils avaient les Stallions. Ça, c'est à quel point à Baltimore on aime le football. On s'est rangé également derrière la Ligue canadienne pendant quelques années lorsqu'on avait une équipe. Mais on avait hâte au retour de la NFL à Baltimore, puis on l'a eu aux dépens des gens de Cleveland avec le déménagement des Browns à Baltimore, qui sont devenus les Ravens. Bref, c'était le cours Il y d'histoire a, pour l'épisode de cette semaine. il y a un documentaire, là, c'est sur la série 30 for 30 d'ESPN. Le titre, c'est The Band That Never Die. On tourne ça Mm. autour du marching band, là, de l'orchestre des Ravens, bon, que l'équipe est partie, puis qui ont continué quand même à jouer dans d'autres événements par la suite, mais on voit bien les images là, Ouais. de la fuite des Colts de Baltimore vers Indianapolis. Puis moi, j'ai une petite anecdote. Je suis allé voir un match des Ravens. Ben, je suis allé voir quelques matchs des Ravens à domicile. Puis j'ai mon ami Benoît Baudouin, que je salue s'il m'écoute, qui est un grand fan des Colts, qui avait son Ouais, chandail de Ben. Peyton Manning. Puis les gens sont vraiment fâchés, étaient vraiment fâchés d'avoir un chandail des Colts dans le tailgate de Peyton Manning. Puis ils nous expliquaient. Bref, je me souviens que Ben l'avait enlevé, si ma mémoire est bonne, parce qu'ils nous ont dit il y a vraiment juste un chandail des Colts qui passe ici dans ce tailgate-ci, c'est un chandail de Johnny Unitas. Donc, c'est vraiment Johnny Ouais. Unitas ou rien. Donc, je me souviens que Ben était obligé d'enlever son chandail de Peyton Manning. Les gens étaient fâchés. Puis, écoute, pas pour rien non plus qu'à l'entrée du stade, les gens font la file peut-être 15 minutes, 20 minutes avant le match pour frotter. Il y a comme une statue justement de Johnny Unitas pour frotter son soulier qui est comme en or. Là. Oui. Bref, ça porte chance. Donc, Johnny Unitas, c'est vraiment une figure marquante de la ville de Baltimore. Puis au match des Ravens. Donc, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Les gens sont encore fâchés. Là. Puis, Ouais, jusqu'à lorsque ce l'équipe jour. joue contre les
juste lorsque l'équipe joue contre les Colts d'Indianapolis, on prononce jamais le mot Colts non plus, aux Ravens. On dit le Indianapolis Professional Football Team. On Mhm. dit jamais les Colts. Ouais. Vraiment, encore à ce jour, ils Beaucoup sont d'amertume. rancuniers, Baltimore. Exact. Ouais. Beaucoup Vraiment, ben, d'amertume. je peux Mais les pour comprendre. Ben, ouais, je peux les comprendre, là. Tu sais, tu te fais voler ton équipe, tu sais, puis Johnny Unitas, c'est le Maurice Richard de la concession des Colts. C'est aussi simple que ça, mmh là. Il représentait la ville de Baltimore. Et puis Guillaume m'a rappelé que les Stallions sont devenus les Alouettes. les Alouettes, Hein? Donc, exact. lorsque l'expérience de la Ligue canadienne s'est terminée aux États-Unis, ben là, on a ramené une équipe à Montréal parce que les Alouettes avaient disparu au cours de l'été 1987. Puis là, après ça, ben, les Stallions sont devenus les Alouettes avec Mike Pringle et compagnie. Mais là, on a dû changer le ratio parce que c'est ça. Les équipes américaines, eux, si je me souviens bien, elles n'avaient pas à respecter leur ratio de joueurs canadiens. Donc, il me semble, eux, Ah, ils avaient juste des Américains au sein de l'équipe. un petit C'est une des détail raisons quand même. pourquoi ben, ils étaient très bons. Ben, il me semble, là, écoute, moi Ouais. j'étais très jeune à cette époque-là, là, mais il faudrait que j'en parle avec Pierre Vercheval, parce que lui, il jouait dans la Ligue canadienne à ce moment-là. Là. Il m'a raconté des anecdotes, Mmh. des voyages dans certaines villes là, américaines. Là, j'oublie c'était où en particulier, en tout cas, c'était quelque chose. Mais pour conclure sur Jim Irsay, en terminant rapidement, Didier, c'est un homme, bon, qui était aux prises avec des abus, d'alcool et de drogue, au cours de Ouais, le sa problème de vie, mais c'était consommation, ouais. exactement, mais Mhm. fondamentalement, on dit que c'est un homme bon. Il y a des histoires autour de lui. Il donnait de l'argent. Il y avait un joueur, donc sa fille était malade au sein des coachs. Il avait tout payé. Bref, il avait fait en sorte que ce joueur-là manque de rien. Puis, tu sais, pour vous montrer à quel point c'était un grand homme dans l'histoire des coachs, Dwight Freeney, Marvin Harrison et j'oublie l'autre joueur, Peyton Manning, je pense, même, avait décidé que c'était lorsqu'ils ont été intronisés au Temple de la renommée du football, ben, c'était Jim Irsay qui les a introduits au panthéon du football. Donc, ça prouve à quel point c'était leur choix à eux. Donc, ça prouve à quel point Jim Ouais. Irsay était un homme apprécié de ses joueurs et de toute l'organisation des Colts d'Indianapolis. Bref, c'est un grand homme qui nous a quittés. Ouais, il avait des démons, tu sais, tout le monde en a. Lui, bon, ça s'est passé sur la place publique, étant donné, bon, que c'était un propriétaire d'une équipe de la NFL. Ben oui, mais écoute, tout le monde qui le connaissait semblait vraiment l'avoir apprécié. Alors, au bout du compte, il a eu un impact sur la vie de bien des gens. Hein. C'est Edgerrin James et pas Peyton Manning. Harrison, Freeney et Ah ouais. James, il l'avait choisi Ouais, ouais faire le Peyton discours Manning, c'est sûrement d'intronisation. Archie, son père, qui est allé le Ouais, présenter, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. ouais, Edgerrin James. Je pense pas Ouais. qu'Archie aurait pas apprécié ça, que Peyton ne le choisisse pas pour le présenter lors de son intronisation au Temple de la Renommée. Donc, Jim Irsay décédé à l'âge de 66 ans. Ça conclut notre tour d'horizon des actualités de la NFL, Didier. Oui, alors on va se tourner maintenant vers le fantasy football. Alors, ta chronique. Alors, cette semaine, tu y vas avec les joueurs qui sont à haut risque. Donc, un grand potentiel, mais également, ça pourrait mal tourner pour être un flop au cours de la prochaine saison au niveau du fantasy football. Bref, ça pourrait être tout ou rien. Alors, on va commencer avec J.J. McCarthy des Vikings du Minnesota qui, lui, s'il ne se blesse pas à nouveau, devrait entamer sa première saison à titre de carrière partant des Vikings. Donc, J.J. McCarthy, oui, tu l'as dit, blessé toute la saison dernière. Oui, son potentiel est quand même assez élevé. Pourquoi? Parce qu'il est au sein d'une attaque dirigée par Kevin O'Connell. Et on a vu, Didier, durant l'entre-saison, qu'on a vraiment fait toute la place à J.J. McCarthy. On a échangé, on n'a pas re-signé Mhm. plutôt Daniel Jones. On a échangé même Kirk Cousins l'année dernière. Bref, on est confiant. Puis écoute, on a simplement acquis Sam Howell, qui pour moi n'est pas une menace vraiment pour prendre le poste de J.J. McCarthy. Donc, on a vraiment pleinement confiance en J.J. McCarthy du côté des Vikings cette saison. Les attaques dirigées par Kevin O'Connell n'ont jamais terminé plus bas que le sixième rang pour les verges par la passe et que le cinquième rang pour les passes de toucher. Et Kevin O'Connell, sa réputation est pas à refaire. Là. On a vu connaître du Mhm. succès fantasy avec des gars comme il a ressuscité Sam Darnold de parmi des morts, Kirk Cousins, même tu te souviens, Nick Mullins, Josh Dobbs ont connu du succès fantasy Ouais. avec Kevin O'Connell. Donc, il y a 5 équipes
seulement qui ont plus de points fantasy à la position de quart lors des 3 dernières saisons. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si tu es un quart des Vikings, tu vas être productif au niveau fantasy. Et le quart numéro 22 en ce moment, c'est gratuit dans les pools fantasy. J'imagine que lorsqu'on va voir quelques passes spirales lancées sur les réseaux sociaux à Justin Jefferson, il va peut-être grimper dans les rangs, dans les classements fantasy. Mais on est vraiment confiant du côté des Vikings que ça peut marcher. Maintenant, pourquoi ça pourrait ne pas marcher? Il faut dire que J.J. Hmm. McCarthy, c'est un quart avec un haut pourcentage de passes complétées dans les rangs universitaires, 72. Sauf que il n'y a pas vraiment des statistiques éloquentes. Il y a des belles habiletés, il est athlétique, mais il faut pas oublier que à l'Université du Michigan, ben, l'attaque était basée sur le jeu au sol. Puis c'est pas un gage de succès non plus que, tu sais, on pense que ça a fonctionné avec les autres corps, mais peut-être qu'avec J.J. McCarthy, l'adaptation aussi, hein, il a pas encore lancé une passe dans la NFL, j'ose le rappeler. Donc, il peut peut-être avoir une période d'adaptation aussi, mais oui, c'est sûr qu'il est entouré, de joueurs étoiles en Justin Jefferson et même, je pourrais mettre Jordan Addison et TJ Hawkinson. Il y a un groupe de receveurs quand même assez éloquent, mais il y a quand même des chances que ça ne fonctionne pas comme on le veut du côté de J.J. McCarthy, mais je suis assez confiant, moi, comme quart numéro 22, c'est un bon billet de loterie de fin de ronde en ce moment, J.J. McCarthy, pour vos poules fantasy. Et j'ai bien hâte de voir où il sera classé lorsqu'on va venir plus près des repêchages fantasy au mois d'août, là. Écoute, s'il reste en santé, il n'y a pas d'excuse en cas de J.J. McCarthy. Parce que tu viens d'en parler, il est tellement bien entouré. Puis même la ligne à l'attaque, là, on a complètement remodelé l'intérieur de la ligne à l'attaque des Vikings qui avaient flanché à la fin de la saison dernière et en éliminatoire. Donc, tu sais, c'est un environnement avec Kevin O'Connell. Tu peux pas demander mieux, je crois, comme environnement afin qu'un jeune quart se développe. Moi, je te l'ai dit, j'ai conservé mes actions de Sam Howell, hein. OK, elles valent plus rien présentement. Elles ont pas beaucoup de valeur. Mais si jamais McCarthy fait pas de travail ou il se blesse, Sam Howell pourrait connaître du succès. En tout cas, moi, je garde espoir pour Sam Howell qu'un jour, il va devenir un bon carrière de la NFL. Je suis seul en ce moment, mais c'est pas grave. Écoute, écoute, peut-être, mais oui, c'est ça aussi, il y a le danger des blessures, là. Quand tu reviens d'une grave blessure, on va dire que tout est beau, tout est parfait, mais le danger qu'on réaggrave cette blessure-là est aussi là. Ça peut être ça aussi du côté de J.J. McCarthy, mais j'ai bien hâte de voir parce que c'est un corps qu'on a quand même sélectionné en première ronde du côté des Vikings, donc Mhm. ça aussi, c'est intéressant. Puis encore là, j'ai bien hâte de voir les classements qu'on va arriver à la mi-août, par exemple, voir où est-ce que J.J. McCarthy. Écoute, il va y avoir un engouement là, sur les réseaux sociaux avec les camps d'entraînement. On va voir des belles spirales, on va Ouais. voir J.J. McCarthy qui lance des dards. On verra pas ses interceptions. Les médias sociaux des équipes font du bon travail là, pour contribuer justement à cet engouement-là ou à cette effervescence là, à certains joueurs, à certaines positions au niveau fantasy. Ouais, absolument. Maintenant, Christian McCaffrey, je crois pas qu'il y a eu une plus grosse Ah, déception que lui l'année dernière en termes de football. S'il y en a eu une, rafraîchis-moi la mémoire. Bon, là, il va être de retour. Mais pendant combien de temps, là? Parce que là, les blessures sont vraiment un facteur, là, et ça nuit à sa carrière. pour la première fois de l'histoire, on va pouvoir. Il est le porteur de ballon numéro 7 en ce moment au niveau fantasy, Christian McCaffrey. Ça vous amène Hmm. fin de première, peut-être même début de deuxième ronde dans vos poules fantasy. C'est sûr que seulement disputé 3 matchs complets la saison dernière, 4 matchs au total. L'affaire aussi, c'est qu'il aura 29 ans au mois de juin, mais c'est un freak, hein. C'est Ouais. un gars tellement athlétique qui mange du football, qui dort, qui déjeune au football, qui dîne au football, qui ne fait que penser au football. C'est un freak de l'entraînement aussi. Et on dit déjà je vais paraphraser en anglais, là, on dit qu'il look awesome au camp. Il est incroyable déjà. Il est complètement rétabli de sa blessure. Donc ça, c'est de bon augure. Et et si on regarde les mouvements personnels des 49ers durant l'entre-saison, ça nous laisse croire que les 49ers sont quand même confiants que Christian McCaffrey peut redevenir l'homme qu'il était en 2023 parce qu'on a échangé Jordan Mason et on a échangé Deebo Samuel qui lui volait quelques courses également dans le champ arrière. On a Mhm. simplement Isaac Gorendo en ce moment dans le champ arrière qui peut peut-être, puis c'est pas une menace vraiment pour Christian McCaffrey. C'est sûr que son potentiel, il est énorme. Didier, on parle d'un joueur qui peut vous faire gagner votre Ligue Fantasy, vos semaines à lui seul. Il est aussi dominant que ça. Et, Ouais.
Mais aussi, c'est ça, le risque de blessure, il ne rajeunit pas. Puis souvent, depuis quelques années, il alterne souvent les saisons ou les saisons complètes avec des saisons où il dispute que 5, 6, 7 matchs. Peut-être pour un premier choix au total, c'est quelque chose qui est difficile à avaler, mais lorsqu'il est en fin de première, début de deuxième ronde, quand c'est ce qu'on dit un joueur d'impact, là, un game changer qui peut changer à lui seul votre saison fantasy, alors là, la valeur est, selon moi, beaucoup plus intéressante. Je vais terminer avec une petite statistique. Avec Jim Brown et LaDainian Tomlinson, Christian McCaffrey, on a les 3 seuls porteurs de ballon qui ont obtenu en moyenne plus de 20 points fantasy en format PPR dans l'histoire de la NFL. Donc ça, c'est intéressant. Christian McCaffrey, dominant lorsqu'il est sur le terrain. Ça reste à voir combien de matchs il va disputer sur le terrain cette saison. Il y a deux choses. Premièrement, ça veut dire qu'il y a Jim, quelqu'un qui est remonté dans le temps, qui a regardé, qui a analysé les statistiques de Jim Brown, a fait voir combien de points fantasy ça aurait donné. Ça, c'est oui, premièrement. Deuxièmement, oui. d'avoir mentionné le fait que McCaffrey, c'est un maniaque de l'entraînement. Il y a son père qui était en entrevue là, à un podcast au cours de la saison morte. Puis lui, il disait justement le fait que son fils Christian, c'est un maniaque de l'entraînement, lui, il croit que ça menait à ses blessures au tendon d'Achille qu'il a eu l'année dernière, qui lui a fait rater principalement toute la saison. Alors lui, c'est ça, il disait, il doit mettre la pédale douce au niveau de sa préparation Mhm. physique. Alors, je ne sais pas s'il va avoir suivi les conseils de son père. Son père, Ed McCaffrey, qui avait été un receveur vedette des Broncos de Denver à l'époque. Donc, il sait de quoi il parle. Donc, ça va être quelque chose à surveiller. C'est la chose numéro un à Le surveiller, surentraînement, l'état de hein? santé de McCaffrey. Oui, surentraînement. Puis Le c'est ça. Donc, ton surentraînement, corps je se me souviens, tu repose sais, moi, j'ai pas. toujours, Tu- j'ai toujours trouvé que, tu sais, Pardon? moi, mon exemple de surentraînement, c'est Jean Pascal. Découpé au couteau, là, il y avait plusieurs blessures au cours des combats. Puis, j'ai toujours trouvé que peut-être qu'il était surentraîné, là, dans le sens que, écoute, il était musclé et tout. Écoute, je dis ça pas en Ouais, mais connaissance de cause, là, mais Jean Pascal, je veux dire, regardez, c'est ça. Là, OK, OK. on a su Non, pourquoi, mais dans là, le la sens, il y avait souvent des musculature, petits là. bobos, des Tu sais. petites épaules bref, des fois, mais bref, il avait l'air d'un gars qui était, tu sais, on dit que quand tu es en forme, souvent, bref. Mon point, c'est que le surentraînement, des fois, c'est quand même c'est aussi bon que de pas, c'est aussi pas moins bon que de pas s'entraîner du tout, bref. Fait que moi, Ben, dans la vie, j'ai adopté la deuxième option. Toi, t'as adopté de juste pas t'entraîner, c'est ça. Tu te dis, je vais pas me blesser à cause du surentraînement. Non, c'est ça. C'est ça, non. Non. Non, non, mais blague à part, sérieusement. Euh, Parce que tu parles d'athlètes en boxe et au football, qui sont deux sports absolument brutals pour le corps, très taxants. C'est ça, c'est trouver le bon équilibre là, avec ta préparation physique pour les matchs, pour les combats et tout. De jumeler ça avec les rigueurs du sport, tu sais, c'est pas tout le temps évident à faire. Maintenant, on va se tourner du côté des Steelers. On en a parlé tout à l'heure. On a repêché un nouveau porteur de ballon, Caleb Johnson, un produit de l'Université d'Iowa. Et puis, tu crois qu'il a un bas potentiel, mais que ça pourrait également peut-être mal tourner pour lui. Explique-nous ça. As-tu vu des images, hier de Caleb Johnson en passant? On parlait de gens qui s'entraînent, là. Mon Dieu, qu'il a l'air Non, d'un j'ai pas tank. vu, non? Il est découpé au couteau, ses Ah bras, ouais. en tout cas, ses bras sont plus gros que ma tête. Bref, tout ça pour dire qu'il est le porteur de ballon numéro 29 en ce moment au niveau fantasy, Caleb Johnson. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'avec le départ de Najee Harris, ben, ça laisse 299 opportunités, disponibles pour Caleb Johnson. C'était le nombre d'opportunités que Najee Harris a eu avec les Steelers l'année dernière. C'était bon pour le 10e plus haut total dans la NFL. Donc, il va falloir combler ces opportunités-là. Puis je pense qu'on a repêché Callum Johnson pour le faire. Évidemment, il y a la présence de Jalen Warren en ce moment du côté des Steelers. Mais tu sais, les Steelers, vraiment, on était à la recherche de porteurs de ballon durant la saison Mhm. du repêchage. Puis on a fait, il y a 9 porteurs de ballon avant le repêchage qui ont visité les Steelers de Pittsburgh. C'est une des premières fois qu'on faisait ça du côté des Steelers. Et on a décidé, on a arrêté notre choix sur Caleb Johnson lorsqu'on aurait pu repêcher d'autres porte-ballons. Ça en dit gros, selon moi, sur le potentiel et sur le scénario qu'on envisage pour Caleb Johnson. Il ne faut pas oublier que Johnson, au niveau de la NCAA l'année dernière, il a terminé 5e pour les courses explosives et 8e pour les verges après contact. Donc, ça aussi, c'est intéressant. C'est un gars qui me fait penser un peu à Le'Veon Bell. C'est un gars patient, un peu qui est patient derrière sa ligne à l'attaque. Didier, là, Le'Veon Bell, on s'en souvient, il faisait souvent ça. On dirait qu'il n'avançait pas, mais pouf,
il trouvait une brèche, puis il explosait. C'est un peu le même genre de porteur de ballon que Caleb Johnson. Ça, c'est le positif. Maintenant, le négatif, le potentiel versus vraiment ce qui pourrait tourner mal dans le cas de Caleb Johnson, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui est le corps arrière des Steelers. On pense qu'Aaron Rodgers. Fait que peut-être que Ouais. l'attaque va être médiocre aussi. C'est un peu ça le facteur X en ce moment, les impondérables. Et aussi le facteur Arthur Smith, qui est le coordonnateur à l'attaque des Steelers de Pittsburgh. On s'en souvient, Didier, on avait Bijan Robinson là, avec les Falcons d'Atlanta et on voyait Tyler Algier, puis on voyait Cordarrelle Patterson, même dans le champ arrière. Bref, on aimait vraiment utiliser plusieurs porteurs de ballon du côté de Arthur Smith lorsqu'il était l'entraîneur-chef des Falcons. Ça me dit que peut-être qu'on va avoir un partage peut-être plus équitable entre Warren et Johnson, spécialement en début de saison. Par contre, Arthur Smith avait Derrick Henry lorsqu'il était le coordonnateur à l'attaque des Titans. Là, Derrick Henry avait vraiment tout le champ libre vers la fin de ses saisons de ses saisons avec les Titans. On s'en souvient qu'au début, même, on partageait le travail avec DeMarco Murray. Mais tout ça pour dire que j'ai bien hâte de voir comment Caleb Johnson, Eh oui, tout ça va DeMarco s'agencer. Murray, wow. Ouais, ouais, ouais. J'ai bien hâte de voir comment tout ça va s'agencer, du côté des Steelers, mais je mettrais un petit 2 là-dessus, là. Je pense que Caleb Johnson va avoir vraiment toutes les opportunités de se faire valoir. C'est une situation à vraiment à surveiller au camp d'entraînement au cours de l'été. Ouais, mon ami Gilles Lézy, qu'on a eu au podcast avant le repêchage de la NFL, afin de parler des meilleurs espoirs à la position de porteur de ballon. Je sais qu'il adore Caleb Johnson. On va devoir le réinviter en ta compagnie parce que c'est un maniaque de fantasy football afin justement Ce là, serait avant cool. le début de la saison. Ouais, ouais, non, définitivement. J'ai noté ça à mon agenda afin de faire ça. Je pense que les deux, ça serait une bonne conversation là, entre vous deux, là, deux maniaques de fantasy football. Maintenant, Jerry Jeudy, l'année dernière, receveur des Browns de Cleveland, qui lui est en mesure de relancer sa carrière en se joignant aux Browns. Ok, d'habitude, c'est le début de la fin de la carrière des joueurs lorsqu'on se joint aux Browns. Mais lui, ça a été le contraire. Ancien choix de première ronde, ça a mal été à Denver. Mais l'année dernière, écoute, je me souviens d'un match, je pense que c'est un jeudi soir avec Jameis Winston qui lui lançait le ballon. Je pense qu'il avait gagné 200 verges. J'avais connu un match du tonnerre. Bref, je pense que ça pourrait être tout ou rien pour lui cette année. C'est pas en se joignant aux Browns que Jerry Jeudy a lancé sa carrière, c'est en captant les passes de Jameis Winston, selon moi. C'est vraiment Ah. deux choses différentes, vraiment. Donc là, c'est fini. Oui, Jameis n'est plus à Cleveland. Donc c'est fini. C'est ça ben, que tu essaies de nous dire, ben, là. c'est là que je m'en vais. C'est là que je m'en vais, Didier. Il a été le receveur numéro OK. 12 au total en format PPR l'année dernière, 6 fois dans le top 20 lors des 8 dernières semaines en format PPR. Il a été ciblé 145 fois Didier, la saison passée. Il a quand même Jameis 1229 se cassait verges. pas la tête. Jameis se cassait Ouais, pas la tête. Lui, il ciblait le numéro 3. That's it. c'est un gars avec plus de 1200 verges sur réception l'année dernière et il est le receveur numéro 34 en ce moment. C'est quand même ça assez incroyable. Faut pas oublier que Jerry Jeudy, là, ben là, c'est écrit sur mon tableau. Il a juste 25 ans, Didier. On pense que c'est un vétéran c'est parce qu'il a été Hmm. là longtemps dans la ligue depuis quelques saisons, mais il a juste 25 ans. C'est pas, c'est encore très jeune. Et bon, là, c'est sûr que c'est ça. Il est au 34e rang à la position de receveur parce qu'on se demande qui lui lancera le ballon. Je pense qu'avec Joe Flacco, si c'est. Selon moi, on va voir Shedeur Sanders et ou Dylan Gabriel quelque part dans la saison, mais si c'est Joe Flacco qui entame la saison. On se souvient, Joe Flacco avait connu vraiment du succès avec Amari Cooper avec les Browns là, il y a 2 ans. Ça avait permis à Amari Cooper d'aller chercher un bon montant d'argent. Lui aussi avait connu un match, je me souviens, en éliminatoire ou en fin de saison contre les Texans, là, de quoi, 200 verges. Bref, ça devrait être intéressant au niveau de Jerry Jeudy. Puis, c'est ça que je me posais comme question. Il est le receveur numéro 34 en ce moment. C'est un choix de 10e, 11e, 12e ronde de vos poules fantasy. Si Jameis avait été encore là, Didier, où est-ce que Jerry Jeudy serait classé? Dans le top 20 peut-être? Ça reste à voir. Mais bref, Ben oui, lorsqu'on fort parle possiblement, ouais. ouais, 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 mais lorsqu'on parle d'un joueur à haut risque, Jerry Jeudy, c'en est un. En fait, les receveurs des Browns en sont. Même Cedric Tillman, là, qui était pas épargné par les blessures la saison dernière, ça peut être une option intéressante. Tout dépend du corps arrière. Si c'est Joe Flacco, je suis quand même assez partant, en sachant très bien que Joe Flacco ne terminera probablement pas la saison comme corps partant des Browns. Mais si c'est Kenny Pickett, Dylan Gabriel ou Shedeur Sanders, je suis peut-être plus réticent. Donc, on parle d'un joueur à haut risque.
Jerry Jeudy, comme on dit, est fit parfaitement dans ce modèle-là. Maintenant, un autre receveur de passe, c'est receveur de deuxième année, Keon Coleman des Bills de Buffalo. Ouais, receveur numéro 53 l'année dernière, Keon Coleman, n'a pas vraiment pas pour un choix de deuxième ronde, c'est clairement c'est presque un choix de première ronde. Par contre, là, Didier, les Bills, on s'en souvient, avaient décidé de reculer comme pour avoir le premier choix de deuxième ronde, de quitter la première ronde pour repêcher Keon Coleman, laissant les Chiefs repêcher Xavier Worthy, on s'en souvient. L'année dernière, ce qui est Mhm. intéressant, Didier, il a simplement fini 2 fois dans le top 24 en format PPR, mais ce qui est intéressant, c'est que sa moyenne de 15,5 verges par cible dans le top 5 de la NFL et sa moyenne de 7,7 verges après l'attraper est également dans le top 5. Et Keon Coleman a été le receveur le plus souvent, a été le receveur que Josh Allen visait le plus souvent dans la zone payante l'année dernière. Été ciblé 25 fois dans la zone payante. C'est un chemin chez les Bills, même dans le top 40 dans la NFL. Donc ça, c'est intéressant. D'autant plus que Keon Coleman, on sait, il a raté 4 matchs. Il a inscrit 4 touchés sur seulement 29 catchs la saison dernière. Donc, c'est Mm. un pourcentage de touchés de 13%. C'est énorme. Je pense qu'à sa deuxième année, on pourrait voir une éclosion. Il y a moyen que Keon Coleman progresse. On a vu des beaux flashs de Coleman la saison dernière. C'est un choix de deuxième ronde, je l'ai dit. On a ajouté Joshua Palmer, le receveur canadien du côté des Bills. Je pense pas que Joshua Palmer, c'est un receveur d'impact dans la NFL. Je vais pouvoir me tromper. Donc, je pense qu'après Khalil Shakir, et on a vu les difficultés que Dalton Kincaid a eues à sa deuxième saison l'année dernière, je pense que Keon Coleman, vraiment, il y a toute la place pour lui pour qu'il puisse vraiment éclore là, à Buffalo. Et c'est sûr que ça, c'est beau lorsque j'en parle, mais il ne faut pas oublier que Buffalo adore courir avec le ballon. Maintenant, on a vraiment changé vraiment la philosophie de l'équipe. James Cook a obtenu 2500 touches au sol la saison dernière. On va probablement, Ou à peu encore une près. fois, l'utiliser à bon escient avec Josh Allen également qui peut courir avec le ballon. Donc, ça demeure une attaque au sol du côté des Bills, mais justement, je vois Khalil Shakir comme receveur de possession, puis Keon Coleman là, comme receveur dans les zones profondes, réaliser de gros jeux, de gros attrapés. Sa moyenne de verges par attrapé le démontre. Je pense qu'il pourrait connaître une bonne saison. Il est totalement gratuit dans vos pools fantasy en ce moment. J'ai bien hâte de voir rendu au milieu du mois d'août où Keon Coleman va se situer. Et maintenant, en terminant, tu veux nous parler de Jameson Williams des Lions de Détroit. Changement de coordinateur en attaque, bref, autant en attaque, en défense, il y a plusieurs changements au sein du groupe d'entraîneurs des Lions de Détroit. Alors, tu penses que Jameson Williams, quoi, ça pourra avoir un impact, le départ de Ben Johnson? Exactement. D'ailleurs, le nouveau coordinateur à l'attaque, John Morton, a dit qu'ils vont passer davantage le ballon dans les zones profondes cette saison. Ça, c'est parfait pour Jameson Hmm. Williams, qui est le receveur numéro 27 en ce moment, Didier. Puis en faisant mes recherches, j'ai vraiment été surpris de savoir qu'à partir de la semaine numéro 10, l'année dernière, ben, sa moyenne de points fantasy par match, c'était 14. Ça, c'était bon pour le 10e rang, la Ah position oui. de receveur de passe dans la NFL. Puis à partir de la semaine 14, il a été ciblé sur 21% des ballons de l'équipe. Ça, c'est presque autant qu'Amon-Ra St. Brown. Donc, son utilisation a vraiment augmenté en deuxième moitié de saison. Puis, sont plusieurs à penser, plusieurs observateurs sont à penser dans le cercle fantasy qu'il pourrait connaître enfin la grande éclosion de Jameson Williams. On s'en souvient, ça a été un choix de première ronde qui a eu des frasques, disons, à l'extérieur du terrain. Ça n'a pas toujours été facile, une question de maturité aussi. Donc, j'ai bien hâte de voir, oui. On dit que le potentiel, il pourrait atteindre son plein potentiel cette saison, Jameson Williams, si évidemment toutes les pièces du casse-tête s'emboîtent parfaitement. Par contre, il ne faut pas oublier que les Lions, ça demeure une attaque axée sur le jeu au sol avec Montgomery et Jahmyr Gibbs. On a également St. Brown, on a Sam Laporta. Ça, c'est l'envers du décor, l'envers de la médaille aussi. Où est-ce que Jameson Williams se situe dans tout ça, dans cette hiérarchie-là, ça reste à voir. Et j'aimerais vous rappeler que les Lions ont repêché un gars qui s'appelle Isaac Tesla, qui est un receveur de passe de 6 pieds 4. On a grimpé pour le repêcher en troisième ronde, si je ne m'abuse. Euh, donc, ça me dit qu'on a peut-être un plan pour ce receveur-là, un grand receveur. On dit qu'il est quand même assez rapide, qu'il est athlétique, mesure 6 pieds 4, plus grand que Jameson Williams. Donc, je crains pas Isaiah Tesla. Je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire avant de le voir régulièrement sur un terrain de football. Mais écoute, c'est quelque chose à garder
en tête là, quand on parle de Jameson Williams, mais je suis quand même assez confiant, moi aussi, qu'il pourrait connaître une grande saison. Mais encore là, et il est tellement un joueur à haut risque, Jameson Williams, euh, tant sur le terrain, lorsqu'il est à l'extérieur du terrain, bref, et comment que la nouvelle dynamique de l'attaque va s'organiser du côté des Lions avec les nouveaux entraîneurs. Mais je pense que Jameson Williams, c'est vraiment, il cadre parfaitement dans ma chronique. C'est un joueur à haut risque en 2025. Ouais, ben écoute, moi j'ai hâte de voir les Lions en 2025, tout simplement, l'équipe au complet. Comme je le disais tout à l'heure, avec tous les changements qu'il y a eu au sein du groupe d'entraîneurs, alors j'ai hâte de voir ça, là, si la formation sera aussi bonne, surtout du côté de l'attaque. Ben voilà, écoute, on a fait le tour, Marc-André, je te remercie bien sûr pour ta contribution à cet épisode du podcast. On remercie bien sûr Guillaume, sans qui rien ne serait possible. Alors, j'espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. On va vous reparler la semaine prochaine alors qu'on mettra la table en vue de la saison 2025 des Alouettes et de la Ligue canadienne. Passez une bonne semaine.